La décision est tombée aujourd'hui. La Cour pénale internationale a confirmé les charges contre Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est donc renvoyé en procès. Dans l'actualité également ce jeudi, le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu plusieurs sujets, notamment la question des constructions anarchiques. Le gouvernement a décidé de faire observer les règles afin de mettre fin à ces constructions anarchiques. Et le dossier de ce jeudi s'intéresse au phénomène de la drogue en Côte d'Ivoire. Comment sauver les adolescents de plus en plus touchés? Comment freiner le phénomène avec ces vendeurs de drogue? Réponse dans le dossier de la rédaction. Et puis nous irons au Brésil où le coup d'envoi du Mondial 2014 a été donné. Le premier match de la compétition a opposé le Brésil à la Croatie. Match inaugural soldé par la victoire du Brésil, 3 buts à 1. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI 1 pour vous informer. Commençons par ce communiqué du gouvernement. Dans le cadre de la procédure ouverte par la Cour pénale internationale, la Chambre préliminaire a confirmé ce jeudi 12 juin 2014 les charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et l'a renvoyé en procès devant une chambre de première instance. Conformément à cette décision, M. Laurent Gbagbo sera jugé pour les infractions retenues contre lui à l'occasion de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire qui a entraîné la mort de plus de 3000 personnes. Le gouvernement de Côte d'Ivoire prend acte de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Il réaffirme son attachement au respect du droit des victimes et à la lutte contre l'impunité. Fait à Abidjan ce jeudi 12 juin 2014, Bruno Nabagné-Koné, porte-parole du gouvernement. Et donc la décision est tombée. Les juges de la Cour pénale internationale ont confirmé à la majorité les 4 charges de crimes contre l'humanité pesant contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est donc renvoyé en procès devant une chambre de première instance. Et ce 12 juin, il s'est tenu un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu, plusieurs sujets, notamment la question des constructions anarchiques. Le gouvernement a décidé de mettre fin à ces constructions anarchiques cause des effondrements. L'observation des règles de construction est désormais exigée, nous explique Viviane Aïmé. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Construction, logement, assainissement et urbanisme, plusieurs décisions ont été prises concernant ce secteur. Désormais, la construction de tout immeuble est soumise à conditions strictes. Le gouvernement veut mettre fin aux situations d'effondrement d'immeubles devenues récurrentes à Abidjan. Dorénavant, toute construction d'immeuble est donc soumise à des règles. Des règles qui sont prises par un bureau de contrôle qui va se préoccuper de savoir quelle est la qualité du sol, quelle est la qualité du fer qui est utilisé, quelle est la qualité de tous les matériaux qui sont utilisés. Ce bureau, naturellement, est animé par des professionnels qui vont engager leurs responsabilités et ce bureau va rédiger une note à l'attention donc de la direction des permis de construire, avant que cette direction, justement, ne délivre un permis de construire au promoteur qui en fait la demande. Ce contrôle est destiné donc à prévenir les différents aléas techniques, comme vous le savez tous. Et donc, il est obligatoire, lorsqu'on veut construire un immeuble qui comporte un étage, un sous-sol ou une toiture avec terrasse. Il concerne également tout immeuble complexe à usage industriel ou commercial, tout établissement qui reçoit du public, tout type de construction qui, en raison de sa nature ou de son importance, présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ou des biens. Dans le souci de permettre aux promoteurs immobiliers des logements sociaux et logements économiques qui seront construits dans le district d'Abidjan d'entrer rapidement en possession des terrains à bâtir, le Conseil des ministres a décidé de déclarer d'intérêt public les terrains affectés à ce programme immobilier. Conséquence avantageuse de cette décision, les constructions pourront être réalisées dans le délai fixé, mais également tous les déguerpis de ce site à construire seront dédommagés. Abidjan va faire peau neuve. Le Conseil des ministres a décidé une vaste opération de ravalement des façades des bâtiments publics et privés. Autre domaine de préoccupation de ce Conseil des ministres,
Comment améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité routière dans le district d'Abidjan et sur les autoroutes du Nord et d'Abidjan-Bassam? Le Conseil des ministres a décidé un plan d'action comportant 65 mesures à appliquer, dont, entre autres, la réglementation des dodanes sur la voirie, l'interdiction d'arrêt et de stationnement des véhicules dans les carrefours, etc. Le gouvernement se prépare à faire une large communication sur les mesures qui seront appliquées. On reste au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu des lettres de créance de 3 ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs de l'Inde, du Cuba et de l'Australie. Ces diplomates indiens, cubains et australiens ont souligné au chef de l'État leur volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs. Après les diplomates, le chef de l'État a reçu une délégation de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur l'organisation des obsèques de Bernard Cardinal Agré, décédé le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte. Le reportage de Awa Touré. Le président de la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Touabli, et sa délégation, accompagnée du nonce apostolique, Monseigneur Joseph Spiteri, sont venus annoncer officiellement au président de la République, Alassane Ouattara, le décès de Monseigneur Bernard Cardinal Agré. Doyen du clergé ivoirien, le cardinal Bernard Agré, archevêque émérite d'Abidjan depuis 2006, est décédé le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte, à Paris, où il se trouvait pour des soins. Nous sommes venus, avec Monseigneur le nonce apostolique, rencontrer le président de la République dans la droite ligne de nos traditions africaines. Vous savez, la Côte d'Ivoire, nous formons une seule famille, la famille nationale. Et toute famille a un père. Et le président est donc le père de notre famille nationale ivoirienne. Alors nous sommes venus le voir pour le saluer et aussi donner la nouvelle de notre maison. Il s'est fait que la nouvelle de notre maison n'est pas très bonne. Nous avons perdu notre père, notre patriarche, le cardinal Bernard Agré. Il était donc tout à fait normal et indiqué que nous venions donner la nouvelle au père de famille. C'est ce que nous avons fait. Nous lui avons dit Yako, lui aussi nous a dit qu'il est avec nous dans notre douleur, qui est sa douleur, et qui s'engage avec nous à vivre cette épreuve. Le corps arrive à 18h le samedi, et aussitôt après, nous allons tous nous rendre à Treichville, à l'église Notre-Dame, où nous allons chanter les vêpres pour notre défunt cardinal. Et de Treichville, le corps va retourner à Ivosep, et puis le reste, on verra. Ordonné prêtre en 1953, Monseigneur Bernard Cardinal Agré a été créé cardinal le 21 février 2001 par le pape Jean-Paul II. Et dans l'actualité ce jeudi, le Brésil, où le coup d'envoi du Mondial 2014 a été donné. Le premier match de la compétition a opposé le Brésil à la Croatie. Match inaugural soldé par la victoire du Brésil 3-1. Et juste avant ce match inaugural, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Nous vous proposerons dans quelques instants tout cela en images dans un commentaire signé Sylvie Touré. En attendant, nous prenons la direction du Cameroun où le président de l'Assemblée nationale est en mission. Guillaume Soro répond à l'invitation de son homologue camerounais. Il a pris part à l'ouverture de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun. Laurent Banga est notre envoyé spécial. Pour cette 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale du Cameroun, tous les députés issus des 7 partis politiques ont répondu présents à l'appel. Le président de l'institution, Kavaï Gibril, a exprimé la joie et l'honneur de son pays d'accueillir Guillaume Soro. Aux yeux de nombreux Africains, vous incarnez cette jeunesse montante et dynamique qui, demain, mieux qu'aujourd'hui, saura conduire notre continent vers un destin que tous nous voulons meilleur. C'est au cours de cet hommage à Guillaume Soro que les députés du parti SDF, Social-Démocratique Front, de Gonfredi ont quitté l'hémicycle en guise de protestation contre Guillaume Soro, un ancien rebelle qui, selon eux, a porté un coup dur à la démocratie dans son pays.
Ayant condamné l'acte de ses pairs, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun a indiqué que la visite de son collègue ivoirien vient ouvrir de nouvelles perspectives dans les relations parlementaires entre la Côte d'Ivoire et son pays. Pour lutter efficacement contre Boko Haram qui sévit dans le nord du Cameroun, le président du Parlement du dit pays demande l'implication de tous les Camerounais. Intervenant à son tour et pour répondre aux députés contestataires, Guillaume Soro a dit ceci. Je suis d'une sérénité inébranlable. Voyez-vous, ma vie, du haut de mes 42 ans, n'a jamais été la vie d'un fleuve tranquille. C'est le président de l'Assemblée nationale. Il faudrait beaucoup plus, car j'en ai vu des vertes et des pas mûres. La rébellion, la crise post-électorale, le panafricanisme et bien d'autres points ont été évoqués par Guillaume Soro. Pour lutter contre le terrorisme dont Boko Haram, Guillaume Soro recommande que l'action exécutive soit complétée par une action interparlementaire. Je suggère à notre doyen d'engager le débat sur la lutte contre le terrorisme dans un cadre panafricain, que l'Assemblée nationale du Cameroun organise un séminaire interparlementaire sur les stratégies concertées et coordonnées à développer dans la lutte contre le fondamentalisme et le terrorisme. En tout cas, pour le président de l'Assemblée nationale, l'heure du réveil et de la mobilisation de toute l'Afrique a sonné pour vaincre Boko Haram. Je vous invite à présent à écouter les réactions des parlementaires camerounais et des journalistes après cette session, et c'est toujours au micro de notre reporter Laurent Banga. C'est toute ma joie d'entendre un Camerounais parler, parce que M. Guillaume Soro, c'est d'abord, il a parlé comme un Camerounais. J'ai entendu un Africain parler, et pour des députés de notre âge aujourd'hui, nous pensons que la relève est assurée. Je me réjouis d'avoir écouté de la bouche d'une très haute autorité ivoirienne raconter en résumé un peu de mots l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je m'en réjouis pourquoi? Parce que pour nous Camerounais, c'est assez édifiant, parce que ça nous redonne cet engagement, ça ravive cet engagement, cet attachement que nous avons à la question de la paix. C'est un discours qui, me semble-t-il, permet à l'Africain aujourd'hui de comprendre quel est son rôle dans la société, dans le monde, qui se développe, qui s'ouvre à toutes les nations. Je crois que c'est un discours assez édifiant pour la jeune génération. Globalement, ça a été un discours très captivant. Il a présenté la situation sociopolitique du pays. Il a présenté la situation pré- et post-électorale de 2010. Ça nous a permis, nous autres hommes des médias, de cerner un certain nombre de choses dont nous n'avions pas la possibilité, étant d'ici, d'avoir les comptes. Ici, en Côte d'Ivoire, les députés réfléchissent sur le statut des rois et chefs traditionnels. Le projet de loi sur ce statut est donc sur la table des parlementaires ivoiriens afin de sortir un texte consensuel. Ce matin donc, le Conseil supérieur des rois et chefs traditionnels était à l'Assemblée nationale pour une séance de travail. La Commission des affaires culturelles et sociales et la Commission des affaires générales et institutionnelles veulent recueillir les suggestions et observations des têtes couronnées afin d'enrichir leur débat. À la primature, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le président des économistes et financiers de Côte d'Ivoire, puis avec une délégation marocaine en mission à Abidjan. Au menu, le renforcement de la coopération Côte d'Ivoire-Maroc. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. De la finance et de l'économie à la sauce ivoirienne au menu de l'audience accordée par le chef du gouvernement au professeur Tchétchène Nguessan mercredi. Le chef du gouvernement nous a fait l'honneur de nous recevoir, c'est-à-dire l'Association des économistes et financiers de Côte d'Ivoire, parce que nous avons souhaité lui annoncer l'existence de cette association. Les fondements théoriques des politiques économiques qui sont menées tant dans les pays développés que dans les pays en développement sont remises en cause. Donc il fallait que les intellectuels ivoiriens, notamment les économistes, se rassemblent pour participer au niveau de la réflexion, à la redéfinition des politiques économiques qui sont menées dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, la réflexion est importante pour le développement d'un pays. Contrairement à ce qu'on pense,
les premières richesses d'un pays, c'est d'abord la capacité de ces hommes à réfléchir. Et c'est ce que nous sommes venus dire au Premier ministre. Mener la notion d'émergence prônée par le chef de l'État à une saisie concrète sur le terrain par l'Ivoirien sera aussi une ligne d'action du président des économistes et financiers de Côte d'Ivoire. On peut avoir l'émergence en Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens y participent. Mais nous, notre souhait, c'est que ce soit l'émergence de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec les acteurs ivoiriens. Il faut que nos investisseurs nationaux, nos cadres, nos travailleurs participent aussi. Quelques heures plus tôt, c'est une forte délégation du Maroc qui a été reçue par le Premier ministre. Le suivi de la feuille de route des actes de renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire était au cœur des échanges. Le symposium que nous tenons aujourd'hui à Abidjan s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations et des instructions de Sa Majesté le Roi. Le chef du gouvernement a, au cours de cette même journée, rencontré le directeur général du groupe Colas. Il entend investir dans le secteur du transport dans le pays. Le recensement général de la population et de l'habitat prend fin cette semaine. Le gouvernement est sur le terrain pour sensibiliser les populations, surtout les retardataires, à se faire recenser. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamban-Lamine, était à Koumassi pour expliquer le bien fondé de cette opération. Le reportage de Sidonie Davila. Le gouvernement veut mettre les bouchées doubles pour permettre à cette opération de connaître sa vitesse de croisière. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamban-Lamine, à Koumassi pour expliquer aux populations, une fois de plus, l'intérêt du recensement. Nous nous sommes rendus compte dans les données que dans certaines localités, il fallait sensibiliser davantage, de sorte à lever les blocages ou les problèmes qui se présentent et permettre que le recensement puisse se faire effectivement à bonne date et puisse se terminer à bonne date. Pour construire, je dirais, un développement, il faut nécessairement avoir un bon recensement qui nous permette effectivement de faire une prospective. Cette phase de sensibilisation achevée, la ministre, accompagnée du premier magistrat de la commune, s'est rendue dans des ménages pour assister à une séance des prestataires. À travers cette étape, elle a voulu toucher du doigt les réalités du terrain et faire comprendre la portée de cet exercice. La ministre, avant son départ, a encouragé les agents recenseurs au nombre de 179 pour le compte de Koumassi à mettre le cœur à l'ouvrage pour permettre d'atteindre un taux de 100%. Elle a par ailleurs demandé aux chefs religieux et communautaires d'accompagner cette dernière phase du RGPH car la cause en vaut la peine. Les populations du Haut-Sassandra, elles, ont reçu la visite du ministre de l'Intérieur. Jean-Claude Roux était en campagne dans la région pour expliquer aussi l'intérêt du recensement. Il invitait ces populations à se faire recenser avant la fin de l'opération, nous explique Thérèse Tapé-Yopouy. Une forte délégation de hautes personnalités dans le Haut-Sassandra pour se rendre compte de l'intérêt que suscite le recensement de la population et de l'habitat qui tire à sa fin. Constat: faible taux de participation des populations à cette opération. Selon le directeur régional de la statistique, ce faible taux de participation est lié à plusieurs difficultés, notamment le manque de moyens de mobilité pour les agents commis à la tâche. Mais il y a surtout la mauvaise foi de certains agents recenseurs et de certains cadres qui ont remonté les populations. Le chef de la délégation, Jean-Claude Roux, a donc sollicité le corps préfectoral, les cadres et les bonnes volontés à apporter leur appui aux agents recenseurs. Il y a beaucoup qui sont fait recenser. Et là, je voudrais vraiment les remercier, je voudrais les féliciter. Mais je voudrais que vraiment, ceux qui ne se sont pas encore fait recenser, que vous puissiez être vraiment les avocats pour leur dire non, il faut vous faire recenser. Faites recenser vos femmes, vos enfants et ainsi de suite. Parce que c'est ça qui va permettre demain de créer les conditions de leur développement. Il a situé l'enjeu de cette opération qui apportera le bien-être aux populations. Mathieu Daré-Babo, ministre des Eaux et Forêts, Alphonse Guégué-Madi, président du conseil régional, Léopoldine Kofi-Tiezan, délégué départemental du PDCI, tous cadres de la région, ont exhorté leurs parents à plus de responsabilités. Car, ont-ils dit, le développement n'a pas de couleur politique. L'opération d'identification suscitée par le gouvernement est pour tous les Ivoiriens une voie pour arriver à l'émergence, ont-ils lancé. Avant de prendre congé de ses hôtes, l'envoyé du président de la République,
Jean-Claude Brou, a fait don de plus de 2 millions de francs aux populations visitées. Nous partons très loin de la Côte d'Ivoire, en France, à Bordeaux précisément, où le secrétaire général du Rassemblement des Républicains vient d'achever une mission. Amadou Soumaoro a pris part à la table ronde sur les relations Europe-Afrique. Il a également eu une séance de travail avec Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, tous deux anciens premiers ministres français. On fait le point avec Gabriel Zani. Après les tournées dans des communes de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, se tourne vers l'extérieur. Première escale, la ville de Bordeaux en France. Durant son séjour, il a rencontré deux anciens premiers ministres français, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. Amadou Soumaoro a montré dans ses interventions en aparté ou en public la nécessité pour le continent africain de cultiver une démocratie apaisée. Il s'est appuyé sur le cas de la Côte d'Ivoire pour étayer ses propos. Amadou Soumaoro a aussi fait des rencontres déterminantes avec les chefs d'entreprise françaises. Il leur a montré les nombreuses opportunités d'affaires offertes pour faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour les investisseurs, avec les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour détendre le climat des affaires. Les populations d'Abradinou dans le département de Bétier et celles des villages et campements environnants vivent un calvaire. À l'origine, les activités des orpailleurs. Ces derniers ont pollué l'eau de la Comoé avec leurs activités illicites. Le témoignage de Mamadou Kwasi. Le fleuve Comoé qui traverse le village d'Abradinou dans le département de Bétier est devenu depuis quelques mois jaunâtre. Il a perdu sa couleur habituelle, chose qui inquiète et alarme la population. On ne peut rien faire. Donc on est comme ça, on ne peut pas toucher la Comoé. Même les linges, maintenant on ne peut plus faire tout ça. Là. Quand tu pêches un poisson, quand tu prépares, il y a une odeur dedans. On ne peut pas manger. Et quand tu pêches le poisson, jusqu'à le soir, il commence à se décomposer. Il y a un truc comme de la graisse qui s'est installé sur l'eau. Et il y a mon petit frère qui est quitté en voyage. Quand il est arrivé, il ne savait pas. Donc vers 19h, il est parti se laver. Il dit la nuit, il n'a pas dormi. Tout son corps le démangeait. Il ne savait pas ce qui c'était. C'est après le lendemain qu'il a vu que c'était l'eau là qui lui a fait ça. À l'origine de cette situation, la présence de clandestins qui mènent une activité de recherche de l'or à Bebou, Eyuasso et Mbasso, des villages de la sous-préfecture des Aranou, situés sur la rivière Manzan, dans le département d'Abengourou. La boue sortie des sites d'extraction de l'or est automatiquement rejetée dans la rivière Manzan, qui se jette ensuite dans le fleuve Comoé, avec tout le contenu de produits chimiques. Cette activité démarrée en novembre 2013 est menée par des personnes venues du Ghana voisin et des pays de la sous-région, avec l'accord des communautés villageoises. Pourtant, cette parcelle en exploitation est, selon le préfet des régions, une propriété de l'État de Côte d'Ivoire attribuée à une entreprise minière de la place. Pour l'heure, aucune victime liée à la consommation de l'eau, mais le pire est à craindre, puisque les structures sanitaires ne disposent pas du matériel adéquat pour parer à toute éventualité. Dans les campements, surtout des Yéré Dougou, ceux qui n'ont pas le château d'eau, qui n'ont pas de l'eau, souvent ils viennent avec des cas de diarrhée. Bon, mais je ne sais pas si c'était la consommation de l'eau. Du moment que notre centre ne dispose pas de laboratoire. Nous avons demandé de ne pas consommer l'eau et d'utiliser des puits. S'il n'y a pas de pompe hydraulique, parce que c'est le mercure qu'ils utilisent. Le mercure qu'ils utilisent pour, soi-disant, attirer l'eau. Pour s'approvisionner, les populations se tournent donc vers d'autres sources d'eau. Pendant ce temps, ce sont plusieurs superficies de terres cultivables et des plantations qui sont détruites chaque jour face à l'impuissance des populations et dans l'impunité. José Moreno, entraîneur de Chelsea, est depuis 1 an l'ambassadeur du Programme alimentaire mondial pour lutter contre la faim. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre de la visite de cantines scolaires et de projets de lutte contre la faim, José Moreno a une séance de travail avec la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida et plusieurs sujets ont été abordés, dont des actions contre la malnutrition dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Le célèbre entraîneur portugais José Moreno à Yamoussoukro, l'ambassadeur de bonne volonté du Programme alimentaire mondial PAM en terre ivoirienne pour s'imprégner du mécanisme de fonctionnement des cantines scolaires et des autres activités du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire.
Il a été reçu par les autorités locales et les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ainsi que du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces derniers lui ont traduit la gratitude du gouvernement pour avoir choisi notre pays pour sa première visite de travail en Afrique. Deuxième étape de la visite, la cantine de l'école primaire publique de Nana, un village de Yamoussoukro. Un sketch sur la faim en milieu scolaire et un repas avec les élèves pour se faire une idée de la qualité des plats servis. Les aliments de cette cantine proviennent du champ de la coopérative des femmes du village. Ce champ a été également visité par José Morino afin d'apprécier les efforts fournis par cette coopérative. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui font ce travail ici en Côte d'Ivoire, mais aussi des autres pays. Et je peux simplement dire merci beaucoup pour qu'il fait pour tous les garçons. La tournée de José Morino à Yamoussoukro s'est achevée par la visite du centre de santé de l'ONG Renaissance. Une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'ex-entraîneur de Didier Drogba repart de Yamoussoukro les mains chargées de présent avec une ferme volonté de s'impliquer dans les activités du programme alimentaire mondial. On en arrive au dossier de la rédaction. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire. Comment sauver les adolescents de plus en plus touchés? Comment freiner le phénomène avec ces vendeurs de drogue et autres dealers qui se montrent très actifs sur le terrain? Réponse dans le dossier de la rédaction signé Serge Koléa. Edouard Bouda, jeune homme de nationalité burkinabé, a eu son premier contact avec la drogue en classe de 5e. La première fois de toucher au cannabis, j'étais loin de mes parents, j'étais allé dans un autre pays pour étudier. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de certains amis qui consommaient et qui m'ont proposé, c'est comme ça que je suis tombé dedans. N'en pouvant plus de voir leur progéniture totalement addict à la drogue et psychologiquement instable, ses parents, sous conseil de certains médecins au Burkina Faso, le conduisent en Côte d'Ivoire, plus précisément à la Croix-Bleue à Yamé-Williamsville dans le district d'Abidjan. La Croix-Bleue est un des rares centres en Afrique à traiter les cas d'addiction à la drogue, les cas d'alcoolisme et autres toxicomanies. Il est venu dans un tableau d'agitation. On a essayé de le tranquilliser en lui administrant des soins. On retrouve un peu maintenant une guérison qu'on escomptait. Dans le cas de l'hospitalisation, l'idée, c'est d'abord d'éloigner le patient de sa source d'approvisionnement, mais deuxièmement, c'est de prévenir et de faire la prise en charge du syndrome de sevrage. La troisième partie, c'est la psychothérapie d'accompagnement pour prévenir justement la rechute à moyen terme, qui consiste à développer chez le patient une résilience pour qu'il puisse aborder ces substances-là sans que les substances aient une emprise sur lui. Aujourd'hui, Edouard Bouda se porte mieux. Ça fait 2 mois que je n'ai pas touché au cannabis. À la Croix-Bleue, les spécialistes de santé notent avec beaucoup d'inquiétude la jeunesse des patients drogués. L'âge d'initiation à ces substances-là a beaucoup baissé. Nous avons des cas de 11 ans, des cas de 12 ans dans la toxicomanie. Et puis, le sexe masculin va peut-être à la longue être rattrapé par le sexe féminin qui commence à s'y mettre aussi. Chose curieuse, quand ils arrivent, il y a des enfants même qui ne reconnaissent pas que ce qu'ils consomment, c'est dangereux pour leur santé. Des fois, ils discutent parce qu'ils disent que c'est des lèbres. L'ONG Remar, basée à Yopougon et dans plusieurs autres communes du sud d'Abidjan, aide les jeunes à sortir de la drogue à partir d'expériences personnelles d'anciens drogués et de témoignages de la Bible, avec notamment des prières adressées à Dieu. Fernando Ribeiro, de nationalité portugaise, est chrétien. Il est le responsable du centre. C'est un ancien consommateur de drogue dure. Je souffrais tout l'argent que j'ai à l'époque. Je me donne à la drogue. J'ai intérêt de voler une maison, un voisin et même le travail. J'ai perdu tout. J'ai eu l'opportunité de vivre une vie à l'aise. Ma maman, mon papa m'a donné une vie tranquille.
Mais à la fin de 6 ans de drogue, j'ai dormi sur le carton. Nous visitons le fumoir, nous visitons la prison, nous visitons les ghettos et nous parlons avec cette jeune à leur donner l'espoir pour que ce Dieu a fait à notre vie, ce Dieu nous a changé, ce Dieu nous a réhabilité. Pourquoi il ne peut pas réhabiliter toute cette jeune? Comme Fernando, la plupart de ses collaborateurs, ici, Roch Emmanuel, de nationalité béninoise, a également connu l'enfer de la drogue. L'ONG Remar dit avoir aidé à la réhabilitation et à la réinsertion de 1000 jeunes anciens drogués. Malgré les efforts déployés, le fléau prend de l'ampleur. Cette riba, cette de ghettos qui était une petite cabane, une petite maison, aujourd'hui sont exposés sur la route où le petit enfant de 6 ans, 7 ans, il passe pour partir à l'école. Aujourd'hui, cette ghetto nous voit de jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 25 ans, 30 ans, de personnes qui sont complètement misérables et que si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne nous donnons pas une avenue, ils vont rester jusqu'à la mort ou à la prison. Plus de 150 fumoirs, ces endroits clos où les consommateurs se retrouvent clandestinement pour s'autodétruire, ont été répertoriés à Abidjan. Dans les fumoirs, ils ont la somme avec laquelle tu viens, tu peux fumer tout sans être satisfait. Et quand tu vas sortir, c'est là encore que tu as encore plus l'envie encore de consommer. Et ces fumoirs sont désormais aux portes des lycées et collèges. Ça passé avec moi. J'étais un consommateur de drogue. Et le dealer à l'époque m'a dit, ok Fernando, je te donne toute la quantité de drogue que tu veux pour consommer. Mais tu as besoin de faire que 5 jeunes par classe pour acheter la drogue. Ça m'a donné beaucoup de courage à l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fêtes, sortir, même à la plage, même à un anniversaire, c'est une bonne façon d'introduire la drogue. La drogue reste aujourd'hui un fléau dangereux et dévastateur pour la jeunesse, contre lequel les actions de lutte ne devraient jamais faiblir. Et c'était le dossier de la rédaction proposé par Serge Coléa du service aux sociétés de la rédaction de RTI. Direction à présent le Brésil, où le coup d'envoi du Mondial 2014 a été donné. Le premier match de la compétition a opposé le Brésil à la Croatie. Match inaugural soldé par la victoire du Brésil 3-1. Après le match inaugural Brésil-Croatie joué aujourd'hui, demain le Mexique affronte le Cameroun et l'Espagne sera face aux Pays-Bas. La Côte d'Ivoire, notre pays, jouera son premier match contre le Japon dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin GMT, et tous ces matchs vous seront retransmis en direct par la RTI. Merci à vous tous de votre attention. Prochain journal sur RTI 1 demain 6h30.